Bonjour et merci de nous retrouver ce matin dans une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous allons aborder aujourd'hui un concept difficile, celui de la vacuité. Enseigné dès le début par le Bouddha, ce concept fut rapidement mal compris et même utilisé avec contresens, faisant passer le bouddhisme pour du nihilisme. C'est Nagarjuna, un moine indien qui vécut il y a 2000 ans, qui révéla la dimension réelle du message transmis par le Bouddha. Il s'attacha à enseigner la doctrine de la vacuité par le lâcher-prise et fut, et toujours, reconnu par l'ensemble des traditions du bouddhisme Mahayana. Avec notre invité Gérard Pillet, nous verrons comment la vacuité fut expliquée par Nagarjuna, comment notamment il poussait l'entendement à lâcher prise au moyen d'un raisonnement assez radical qu'on appelle aujourd'hui le tétralème. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Alors autrefois professeur de philosophie, vous êtes moine dans la tradition Zen Soto, vous avez été disciple de Maître Deshimaru. Oui. Vous enseignez le Dharma, notamment au dojo d'Annonay en Ardèche, mais aussi au cours de Sesshin dans toute la France et même en Europe. Oui. Et puis vous avez publié plusieurs ouvrages sur la pratique du Zen. Exact. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors tout d'abord, Gérard Pillet, qui était Nagarjuna ? Alors, Nagarjuna était un moine bouddhiste du 1er siècle après Jésus-Christ, seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, né dans le sud de l'Inde, dans une famille de brahmanes. Et son ouvrage principal, parce qu'il en a fait plusieurs, c'est le traité du milieu. Et c'est dans le traité du milieu que Nagarjuna réalise ce qu'il considère comme sa mission, c'est-à-dire redonner au Dharma du Bouddha son authenticité, menacée par certaines écoles bouddhiques de son temps qui en étaient revenues à une certaine conception substantialiste des phénomènes, conception qui est en totale opposition à l'enseignement de la vacuité tel que le Bouddha l'a exposé. Alors qu'est-ce que c'est la doctrine de la vacuité ? Alors, la doctrine de la vacuité, c'est le constat que les phénomènes n'ont pas de substance propre, c'est-à-dire qu'ils sont impermanents et interdépendants. Impermanents, c'est-à-dire qu'ils changent, ils naissent, ils apparaissent, puis disparaissent. Interdépendants, c'est-à-dire qu'ils n'existent que par la relation qu'ils ont à d'autres phénomènes. Alors très vite, ce message principal du Bouddha a été mal compris, a subi des dérives finalement qui ont été assez graves pour le message principal. Oui, on peut déjà, avant peut-être, prendre un exemple, celui de l'arbre, pour bien faire comprendre ce qu'est la doctrine de la vacuité. Par exemple, un arbre, il n'a pas de substance propre, en ce sens que son existence, il la doit à sa participation à un certain nombre de facteurs qui lui sont extérieurs. Par exemple, la terre dont il se nourrit, le gaz carbonique qu'il absorbe, la lumière du soleil, l'eau dont il s'abreuve. Sans ces différents facteurs extérieurs, l'arbre ne pourrait pas être. Il est donc interdépendant. Et il est aussi impermanent parce qu'il est d'abord tout petit, il grandit, puis il acquiert la maturité, puis le déclin, puis la disparition, la mort. Donc on ne peut pas dire de l'arbre qu'il a une substance propre, et cela est valable pour tous les phénomènes, dit Nagarjuna. Ce qui fait que, dit Nagarjuna, s'agissant des phénomènes, on ne peut porter aucun jugement, c'est-à-dire on ne peut pas affirmer ni nier quoi que ce soit relativement à la nature des phénomènes. Ce qui conduit Nagarjuna à dire
on peut affirmer qu'un arbre, c'est un arbre, parce que ce n'est pas une montagne, ce n'est pas un fleuve. Un arbre, c'est un arbre, mais on peut aussi dire qu'un arbre n'est pas un arbre, puisque son existence est en dépendance avec d'autres facteurs. On peut aussi dire qu'un arbre est un arbre et n'est pas un arbre. Et on peut aussi dire qu'un arbre est ni un arbre, ni un non-arbre. 4 propositions. Ces 4 propositions qui vont constituer ce qu'on a appelé ultérieurement le tétralème. Et Nagarjuna constate que la pensée ordinaire, volontiers substantialiste, crée un monde qui, en fait, n'existe pas vraiment, et une représentation du monde qui est fausse, une représentation des phénomènes qui est fausse, qui génère chez les hommes beaucoup d'illusions, beaucoup d'attachements, et qui leur barre le chemin de la libération. Et alors, en quoi utiliser le tétralème, justement, pousse à lâcher prise? Parce que, finalement, on perd tous nos repères quand on accepte ces 4 propositions. Parce que, justement, c'est ce que veut Nagarjuna. C'est que la pensée conceptuelle, volontiers substantialiste, n'ait plus aucun point d'appui, n'ait plus de repère sur lequel s'appuyer. Et si Nagarjuna cherche à ce que la pensée n'ait plus aucun point d'appui, c'est pour l'encourager à lâcher prise. À lâcher prise d'avec les représentations fausses qu'elle tisse sur la réalité. Utiliser le tétralème, est-ce que ce n'est pas une façon aussi finalement de conceptualiser la vacuité et par là, du coup, finalement revenir à une pensée discursive? Ça peut être le cas, et ça n'a pas échappé d'ailleurs à Nagarjuna. C'est pourquoi il dit « la vacuité, c'est un remède. Ceux qui en font une théorie sont incurables. » C'est-à-dire, la vacuité, c'est un remède à l'attachement. L'attachement qui résulte d'une conception fausse des phénomènes. Mais ceux qui reviennent à la vacuité en l'appréhendant en tant que concept retournent à la pensée conceptuelle au lieu de lâcher prise d'avec la pensée conceptuelle, ce que cherche à provoquer Nagarjuna. Si on prend par exemple l'exemple du Bouddha, le Bouddha, il sort de son palais, il rencontre un vieillard, puis un malade, puis un cadavre qui jonchait sur le bord de la route. Et tout de suite, le Bouddha comprend. Il comprend qu'il faut lâcher prise d'avec les attachements. Il comprend que la vie humaine en tant que telle n'a pas de substance et que si on s'attache, on va de souffrance en souffrance, on va de frustration en frustration. Et immédiatement, le Bouddha lâche prise et il en résulte pour lui le début de la quête de la voie, la quête du non-attachement. Et en fait, ce que veut Nagarjuna, c'est qu'on en revienne exactement à cette expérience fondatrice, c'est-à-dire qu'on comprenne que les phénomènes n'ont pas de substance et que s'attacher à eux, c'est se condamner à dukkha, à la souffrance, à la frustration et tout ce qu'on... Alors, ne pas s'attacher au phénomène, comprendre qu'il n'existe pas, est-ce qu'il n'y a pas une confusion possible, justement, à croire, à se rapprocher du nihilisme? En fait, il y a une différence très nette entre le nihilisme et la conception de la vacuité. Premièrement, parce que la conception de la vacuité ne nie pas qu'à un certain niveau, les phénomènes existent bel et bien.
Si on revient à notre exemple de l'arbre, le bois dont est constitué l'arbre, on peut s'en servir pour se chauffer, on peut s'en servir pour faire des meubles. Donc il y a bien une existence de l'arbre, mais ce n'est pas une existence substantielle. Deuxièmement, on ne peut pas non plus dire de la vacuité, enfin l'assimiler au nihilisme, parce que le nihilisme se base sur une pensée conceptuelle, alors que dans la conception de la vacuité, il s'agit précisément de lâcher prise vis-à-vis de toute pensée conceptuelle. Et aussi, troisièmement, parce que le nihilisme ne débouche en aucune façon sur une expérience de libération, alors que, au contraire, la théorie de la vacuité, comme elle est comprise, si elle est comprise comme une invitation à lâcher prise, débouche sur une expérience véritable de libération. Alors pour conclure, Gérard Pillet, comment répondait le Bouddha à ceux qui lui posaient des questions dualistes, justement ? Est-ce que ça n'existe pas ? Alors, on a un exemple très fameux de cela. Un jour, l'un des contradicteurs du Bouddha, parce qu'il y avait beaucoup de contradicteurs, le Bouddha, l'un des contradicteurs du Bouddha lui dit « il faut savoir, est-ce que les phénomènes, ils existent ou est-ce que les phénomènes, ils n'existent pas? Oui ou non ?» Le Bouddha ne répond pas. Le contradicteur repose sa question, le Bouddha reste silencieux. Lorsque le contradicteur fut parti, son disciple, Katyayana, qui se trouvait dans les parages et qui a tout entendu, dit au Bouddha « Mais pourquoi vous avez gardé le silence ?» Et le Bouddha de lui dire « Si j'avais répondu que les phénomènes existent, j'aurais nié le fait qu'ils sont impermanents et qu'ils sont interdépendants. Si j'avais dit que les phénomènes n'existent pas, je serais tombé dans la dérive nihiliste. C'est pourquoi, dit le Bouddha, les sages notent, en ce qui concerne les phénomènes, ni pour l'existence, ni pour la non-existence. » Voilà. Merci Gérard Pillet. Ce sera le mot de la fin, donc le silence. Le silence de la fin. Comme conclusion. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Le traité du milieu de Nagarjuna, traduit du tibétain par Georges Drissens chez Point Sagesse. Comme le disait en début de l'émission notre invité, c'est le texte le plus important de Nagarjuna qui restaure ici l'authenticité de l'enseignement du Bouddha. Il y démontre l'absence de nature propre de tous les phénomènes extérieurs comme intérieurs. Lettre à un ami de Nagarjuna, commenté par Kangyu Rinpoché chez Padmakara. Il s'agit de conseils présentés sous forme de poèmes à l'intention d'un jeune roi qui, en réalité, présente l'ensemble de la voie du grand véhicule et initie à la pratique bouddhiste. Et puis de notre invité Gérard Pillet, Regard sur le Dharma, édition Kanjizai. L'ouvrage rassemble des articles courts liant le quotidien de la pratique contemporaine avec les enseignements du Bouddha. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur francetv.fr, le site vidéo de France Télévisions. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.